Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Ce mois-ci, on s'intéresse aux enjeux des ETI françaises. La France compte 5400 ETI. Elle concentre 23% de la dépense privée de R&D. Et sur les 3 premiers mois de l'année 2021, elles ont créé 26 700 emplois nets. Pour soutenir leur développement, Emmanuel Macron avait lancé en janvier 2020 la stratégie Nation ETI qui vise à prendre davantage en compte leurs spécificités dans la politique économique du gouvernement. Mais justement, quelles sont les spécificités des ETI françaises ? Quels sont leurs défis en termes de croissance, d'internationalisation ? Comment prennent-elles part à la réindustrialisation de la France ? Comment les rendre aussi plus attractives aux yeux des candidats et aux yeux des investisseurs afin qu'elles aient les moyens de leurs ambitions ? On en parle tout de suite dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis avec Michael Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez NextEdge, un fonds d'investissement qui justement accompagne l'investissement et le développement dans les ETI. Moi, ce qui m'a frappé en préparant cette émission, finalement, c'était que les ETI résistaient plutôt bien, malgré le contexte que tout le monde connaît. La dernière enquête de BPI France montre que les ETI s'attendent à une hausse de leur activité cette année. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la résilience aujourd'hui des ETI françaises ? Alors, ce qui explique la résilience des ETI françaises aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Mais le premier, c'est que c'est certainement une classe de société qui est assez méconnue aujourd'hui, mais c'est en fait le cœur de notre économie. Ça représente plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires, c'est 40% du PIB au global. Et ce sont des sociétés qui ont plusieurs atouts. Le premier atout, c'est que ce sont souvent des sociétés familiales qui ont la capacité de poursuivre des projets de croissance sur le long terme. Donc ils sont moins dépendants de conjonctures directes et de devoir faire des revirements à 180 degrés dès que quelque chose se passe. Le deuxième point important, c'est que ce sont des sociétés qui font plus de 50, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vont jusqu'à 1,5 milliard, qui ont plus de 250 salariés, donc qui disposent aussi d'une certaine surface financière, une certaine capacité d'investir, une certaine capacité d'avoir des équipes structurées et de qualité. Et donc tous ces éléments font que, contrairement à des plus petites sociétés qui auraient certainement certains problèmes en termes de structure financière, ou des plus grosses sociétés qui auraient certains problèmes en termes d'agilité, ces dernières, dans un contexte compliqué, peuvent réagir tout en gardant la vision long terme, le cap, et ne pas faire des décisions trop court-termistes qui pourraient justement les mettre à difficulté. Vous êtes dans un fonds d'investissement et moi je me posais la question aussi de savoir si l'essor du capital investissement qu'on connaît depuis une vingtaine d'années maintenant a eu un impact sur la croissance des ETI françaises. Est-ce que ça leur a permis de passer un petit cap ? Très certainement. Sinon, de toute façon, nous, NextEdge, fondé en 2002, depuis le début, ça a été accompagner les PME de croissance et les ETI. Pour quelle raison ? C'est un segment de marché qui est peu connu, comme je le disais. On n'en a que 5000, là où nos voisins allemands en ont plus de 12 000. Et pour quelle raison ? Ils ont été peu accompagnés, en fait. Et les entrepreneurs, puisque c'est vraiment des histoires d'entrepreneurs, la culture entrepreneuriale chez NextEdge est un point très important. On s'associe toujours à une équipe et on ne va pas racheter des sociétés. L'entrepreneur a besoin d'être entouré. Donc, au-delà d'apporter des fonds propres, on a parlé de sociétés quand même assez stables, assez solides. Au-delà d'apporter des fonds propres, les fonds d'investissement permettent d'apporter des couches de connaissances et d'expérience que souvent un entrepreneur, une équipe d'entrepreneurs n'a pas eu le temps de développer. Et que ce soit, vous parliez des enjeux d'internationalisation, de recrutement, qui sont très importants, des enjeux aussi d'innovation. Et par innovation, on n'entend pas que de la technologie, d'innovation dans les process, dans le management, qui sont des points très importants. Et puis la consolidation aussi. Tous ces points-là sont des vecteurs de croissance très importants et auxquels nous croyons et qui permettent à ces sociétés de croître. Et donc, les fonds d'investissement, leur principal travail aujourd'hui, qui était peut-être un petit peu moins le cas il y a une dizaine d'années où c'était essentiellement une réflexion financière, c'est aujourd'hui d'aider ces sociétés à croître. Donc, ils sont acteurs, et en tout cas, c'est leur vocation, et c'est notre vocation chez NextEdge, d'être acteurs de cette croissance. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour que soit on puisse démultiplier leur nombre pour atteindre le nombre allemand, soit qu'elles puissent, elles, grossir davantage ? Ce qui peut leur manquer, au-delà de l'accompagnement dont je parlais, c'est aussi un peu plus de notoriété.
Aujourd'hui, on a eu une phase où on a parlé de la Startup Nation. Vous avez parlé, depuis l'année dernière, on a la stratégie Nation ETI, ce qui est plutôt bien. On parle de PME industrielle, de start-up industrielle aujourd'hui aussi, donc voilà, ça bouge. Il y a tous ces points-là. On a aussi beaucoup vanté le CAC 40 français, mais les ETI ont été un petit peu le parent pauvre. Et communiquer cette capacité de créer des emplois dans les territoires, 68% des ETI ont leur siège social dans les territoires. Ce sont autant d'atouts qui permettent en fait à ces sociétés d'attirer des nouveaux talents, de créer de l'emploi et de l'activité dans les territoires avec le support des pouvoirs publics et des collectivités locales, et de pouvoir, puisque c'est pas parce qu'on est dans les territoires ou en France qu'on peut pas s'étendre à l'international, de pouvoir de ces bases-là s'étendre à l'international. Donc ces différents leviers permettent aux sociétés de pouvoir grandir, et il faut juste permettre à l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les fonds d'investissement, mais également les banquiers, les partenaires, et tous les partenaires dans l'écosystème qui permettraient à la société de croître, de mieux les connaître, de pouvoir mieux les mettre en avant. Et ça, c'est un travail à faire aussi bien au niveau des sociétés qu'au niveau de ses partenaires, fonds d'investissement, banquiers, que des pouvoirs publics, collectivités locales. Et ce sont des éléments qui pourraient réellement permettre à ces sociétés de prendre encore plus de place et plus de poids dans notre économie. Et vous l'avez mentionné, ils sont créateurs d'emplois, donc on a tout à gagner à développer ce pan d'activité. Merci beaucoup, Michael Strauss-Kahn. Vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion avec deux dirigeants d'ETI. On poursuit cette discussion toujours en compagnie de Michael Strauss-Kahn, associé chez NextStage. Pierre-Olivier Brial nous a rejoint. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Directeur général délégué du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Et puis Bénédicte Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de Sodebo, vous êtes présidente du club ETI Pays de la Loire. Alors Pierre-Olivier et Bénédicte, vous êtes tous les deux des dirigeants d'ETI. Je vais peut-être commencer par Bénédicte, si vous me permettez. Moi, je voulais savoir quels sont les enjeux majeurs que vous identifiez quand on est à la tête d'une ETI. Dans ce que j'identifie, on en a plusieurs. On a des enjeux, vous avez parlé de problèmes de recrutement, mais aussi surtout de formation. On a un enjeu très très fort de formation. Les ETI sont majoritairement, beaucoup d'industries. Il y a beaucoup d'industries. L'industrie est en train de se transformer. Il faut qu'on transforme nos métiers. Ils sont en train de se transformer dans des gros enjeux de formation. Il y a des enjeux aussi d'effet de taille. Nous, on est sur la taille d'à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il y a des vrais effets parce que les ETI, c'est de 50 à 1,5 milliard, mais c'est pas du tout. Quand vous passez déjà les 100 millions, vous avez des organisations qui doivent changer. 500 millions, il y a aussi des choses qui doivent changer dans la structuration, la gouvernance. Il y a des statistiques qui disent que, par exemple, quand on fait le passage des 500 millions, le pourcentage des coûts IT passe en général de 1 à 2%, par exemple. Ah oui. Après, 1 milliard est un autre cap, et je pense sincèrement que de passer de 0 à 1 milliard est beaucoup plus difficile que de passer de 1 à 2. Donc ces effets de taille sont des vrais enjeux pour les ETI, parce que c'est des grosses transformations à faire, et en même temps garder cette flexibilité, parce qu'on s'organise, on grossit, donc il y a un système qui se met en place qui peut faire perdre en flexibilité. Et il faut toujours que les personnes, les collaborateurs gardent le pouvoir, et que ce ne soit pas le système qui prenne le pouvoir. Parce que souvent, le système est le problème, et il faut que les gens restent la solution, j'allais dire. Moi, j'avais, Pierre-Olivier, en tête des effets de seuil liés à un nombre de salariés, mais pas des effets de bord liés à l'augmentation du chiffre d'affaires. Oui, c'est vrai que d'abord, les deux vont souvent quand même de pair. C'est-à-dire qu'avec le chiffre d'affaires, on augmente le nombre de salariés. Et c'est vrai que oui, il y a vraiment des effets de seuil, il y a des effets de maturité. À un moment donné, sur plein de sujets, mais sur la gestion des risques, par exemple, on grossit, donc on a plus de risques. On a à chaque effet de taille, nous aussi on l'a vécu, des nouvelles opportunités, mais des nouveaux problèmes qui apparaissent. Et sur les recrutements, vous rejoignez aussi ce que dit Bénédicte ? Ah oui, complètement. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas un dirigeant de TI. Il n'y a pas un dirigeant tout court, je crois. Voilà, mais particulièrement de TI. Oui, et aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de compétences. Alors, dans l'industrie, dans le digital, dans la technologie. Et oui, c'est un combat de tous les jours, de trouver les bonnes personnes, de former nos collaborateurs, etc. Ça, c'est sûr. Michael, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, il y avait un enjeu de notoriété. Et ça, j'imagine que ça a une répercussion immédiate sur à la fois la formation et le recrutement pour les ETI, non ?
Tout à fait. La notoriété, aujourd'hui, les nouvelles générations, et même pas si nouvelles que ça, sont encore plus en recherche de sens. Et le sens, on peut l'avoir en interne, une fois qu'on a intégré la société et compris son ADN entrepreneurial, son ADN de société. Mais pour un nouveau venu, il faut pouvoir le communiquer. Et aujourd'hui, il faut avoir la place de pouvoir le communiquer, il faut avoir les moyens. Alors les ETI ont des moyens, donc elles peuvent communiquer. Après, on a les grandes entreprises qui communiquent beaucoup sur ces sujets-là. On a eu, on en parlait, les startups aussi qui ont beaucoup communiqué. Donc le terrain de jeu est un petit peu encombré, et puis il faut avoir des relais. Il faut avoir des relais, être aidé en local. Il y a le côté territoire qui est très important. On l'a vu avec la crise qu'on vient de traverser. Beaucoup de gens quittent les grandes villes et viennent. Donc il y a beaucoup d'atouts chez les ETI à utiliser, à communiquer. Maintenant, il faut trouver la place, il faut y aller. Il ne faut pas être trop timide. Souvent, au capital familial, on peut avoir cette tendance à vivons bien, vivons cachés. Mais non, il ne faut pas être timide, parce qu'en plus, il y a un dernier atout qui est très important au sein des ETI, c'est le fait qu'elles ne soient pas dans une taille immense, qu'on reste sur une agilité proche d'une taille humaine, qui fait qu'on peut avoir cet ADN entrepreneurial, ces valeurs à communiquer. Et aujourd'hui, dans un écosystème et environnement où le SG, la transition énergétique, les valeurs, le côté social, la cohésion sociale est important, les ETI sont les mieux placés pour défendre ces valeurs. Donc clairement, c'est un sujet de communication, parce que quand on a tous ces atouts, normalement, on devrait être en meilleure position pour recruter. Donc il y a vraiment un point de communication, diffuser un message et trouver sa place. Bénédicte, sur la notoriété, alors je comprends que chez Manutan, qui est une marque très B2B, ce soit plus compliqué, mais vous, Sodebo, c'est une marque grand public. Il ne devrait pas y avoir de soucis de notoriété? On rencontre, c'est sûr, nos consommateurs. Ça, on arrive à avoir de la visibilité de par nos produits déjà. Et donc, il y a un foyer sur 2 en France qui consomme nos produits, donc on a plutôt une bonne visibilité. Mais en fait, en même temps, on ne nous connaît pas. C'est-à-dire que pour vous donner l'exemple, une pasta box, c'est 100 métiers différents derrière. Comment ça, 100 métiers différents? 100 métiers différents, de la conception jusqu'à des métiers de planification, de l'ingénierie, de la communication. Alors, ce qui fait ça aussi, c'est qu'on a une stratégie vraiment d'intégration. On a tous les métiers connexes, où on fabrique nos charcuteries et on a même une blanchisserie pour s'occuper du linge. Enfin bon, ce qui fait que il y a plus de 100 métiers dans l'entreprise, 100 métiers autour d'une box, entre l'emballage et en fait la visibilité. Quand vous voyez cette boîte, c'est que les gens qui connaissent pas l'intérieur de l'entreprise se disent mais il y a que le métier des pâtes qu'on met dans la boîte, quoi. Et c'est totalement déformé, ça. C'est totalement déformé et notre enjeu, c'est de faire savoir ça, quoi. C'est de rendre ça visible. Et d'ailleurs, on vient de s'engager, on a signé hier un protocole avec tous les collèges de Montaigu, 4 collèges. Le siège social. Oui, voilà. Donc 30 classes de 4e, où il y a 30 classes de 4e, il y aura un par classe. Et à partir de la 4e, on va commencer à faire découvrir tous les métiers qu'il y a dans l'entreprise. Et puis d'autres entreprises de la région participent aussi. Dans cette notion de découverte des métiers, il faut vraiment qu'on fasse découvrir de l'intérieur. Vous avez un enjeu d'évangélisation, alors visiblement autour de ce que sont les ETI et comment les rendre plus attractives. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être plus mal logé que les startups, parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de la Startup Nation, ou que les grands groupes? Vous avez l'impression d'être perdu entre les deux? Alors déjà, je pense que le mot startup porte des valeurs en tant que tel. Et on associe à des startups plein de choses positives. Donc déjà, nous, il faut qu'on nourrisse la marque ETI. Ça, c'est notre travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'une ETI porte des valeurs, que ça veuille dire quelque chose. Ça, on y travaille. Il faut ensuite que le nom soit connu. Et ça aussi, on y travaille. Et après, effectivement, on a longtemps été coincés dans l'écosystème français entre start-up, PME, grands groupes. On nous appelait des grosses PME, ce qui fait grosse petite moyenne entreprise, qui est assez. Et donc aujourd'hui, on émerge quand même depuis quelques temps. On sent qu'on émerge. Et d'ailleurs, quand on regarde les médias, maintenant souvent il y a une distinction PME, ETI, mais on est au début en fait de cette aventure-là, de nourrir cette marque. Moi, j'ai une expérience. On est partenaire de l'INSA. Et au départ, quand on a juste été partenaire de l'école, on ne recevait pas forcément beaucoup de CV, d'apprentis, etc. On est allé porter dans les amphis les valeurs d'une ETI, de Manutan, mais globalement qui sont à peu près les valeurs d'une ETI. Et on a été parmi l'entreprise qui a reçu le plus d'apprentis.
Et donc, par rapport aujourd'hui à effectivement ces besoins d'un capitalisme raisonné, c'est-à-dire à la fois économique, social, environnemental, c'est vraiment ce qu'on porte. C'est-à-dire que nous, on rencontre avec Bénédicte, et puis j'imagine pour rencontrer des dizaines de dirigeants d'ETI, quoi qu'on fasse, ce qui est très frappant, c'est cet ADN dans l'ETI. Alors moi, je ne connais pas une ETI aujourd'hui qui n'est pas en train de se dire il faut à la fois réussir la transition environnementale et le social et l'économique. Et on a un modèle du « et ». Voilà. Et ce modèle du « et », il correspond à d'abord un enjeu, je pense, majeur, vraiment, de presque, si je suis un peu pompeux de civilisation, mais au-delà de ça, à des attentes très fortes de la jeune génération. Et donc, il faut qu'on nourrisse cette marque. Et une émission comme aujourd'hui contribue. Il faut que ETI soit associée à des valeurs. Et on le sait assez peu, mais moi j'ai découvert ce chiffre en préparant l'émission, mais les ETI, parce que vous disiez effectivement les startups, ça porte certaines valeurs. Quand on dit startup, évidemment, on pense innovation, mais Bénédicte soulignait la transformation, et les ETI, c'est 23% de la dépense de R&D en France. C'est colossal, Michael. Ah, c'est colossal, mais c'est un peu inhérent au modèle d'ETI et des valeurs. Quelques éléments qu'on a mensitionnés, ce sont des sociétés qui sont à 75% en capital familial, qui ont une vision long terme. Donc on est sur une projection dans l'avenir et la construction. Et donc dans la construction, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va avoir des actionnaires pour chaque trimestre, chaque semestre, leur remonter des chiffres, et chaque année leur verser un dividende ? Ou est-ce qu'on réinvestit dans la croissance ? On réinvestit dans la croissance. Et donc, si on réinvestit dans la croissance, on fait de l'investissement, on fait de l'investissement en R&D. On essaye, comme on a une taille aussi entre deux, mais qu'on commence à être gros, avec des positions de marché bien défendues, d'être les champions de son segment. Et tout ça passe par l'investissement. Donc, c'est, in fine, ça peut choquer comme ça de se dire « Ah, ça représente beaucoup ». Mais in fine, c'est dans le sens de l'histoire. Si on investit pour grandir et qu'on n'investit pas pour ressortir de l'argent, et de façon très court-termiste, de facto, on va représenter beaucoup de l'investissement. Il y a un courant qui peut vous être porteur, c'est que depuis la crise sanitaire, on parle beaucoup de réindustrialiser la France. Vous êtes au cœur des territoires. Bénédicte, ça vous sert à un moment, ça, où il n'y a pas de retombée en termes d'attractivité ? Si, ça sert quand même. On parlait aussi des jeunes. Les jeunes sont quand même attirés aussi, sont moins attirés par les grands groupes, en tous les cas à date, et plus par les ETI, ne serait-ce que pour être proche de la décision. Il n'y a rien de tel que de ne pas comprendre la décision qui s'applique à un site, à un endroit. C'est terrible. Et du coup, oui, on commence à ressentir cet attrait pour l'industrie qui est vraiment tellement, enfin je me répète un peu, mais tellement belle de beaux métiers que ça change, c'est en train de changer. Pierre-Olivier, vous aussi vous êtes dans les territoires, vous êtes au nord de Paris, et pour autant c'est pas, on se dit ok, ils sont dans les territoires donc ils sont pas présents à l'international. L'un n'empêche pas l'autre aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, une PME souvent devient une ETI, pas toujours, mais quand elle va à l'international, c'est un des facteurs de passage d'une PME à une ETI. Les ETI sont toujours des champions d'une catégorie, c'est-à-dire que pour exister, une ETI est souvent dans une catégorie très innovante et champion là-dedans. Ce pas des entreprises qui se dispersent beaucoup et donc qui prennent un créneau et excellent dans ce créneau-là par l'innovation et aussi par la consolidation souvent du domaine d'activité dans lequel elles sont. Et cette consolidation, elle passe par l'international. En gros, il faut 20 ans pour via de la croissance externe ? Alors, via de la croissance externe, oui, beaucoup. Via du lancement organique. Et globalement, il faut 20 ans pour faire une ETI. Et quand on voit les seuils de passage PME-ETI, un des accélérateurs, c'est l'international. Il faut être accompagné pour aller à l'international ou on peut y aller tout seul ? En fait, là aussi, ça dépend beaucoup des tailles, mais c'est vrai que quand on démarre, c'est bien d'être accompagné. Et très honnêtement, aujourd'hui, à peu près tout existe en France pour être accompagné à l'international. On peut aussi trouver des capitaux pour aller à l'international. Je pense que l'international, aujourd'hui, c'est vraiment, de ce qu'on a pu voir, une intention du dirigeant. C'est-à-dire que c'est une impulsion du dirigeant d'aller international ou une impulsion du dirigeant de développer, comme cela a été fait chez Sodebo, des nouvelles familles et donc de sortir du cadre de démarrage tout en restant très cohérent. Une ETI, c'est toujours très très cohérent. Ça ne peut pas se permettre d'être dispersé. Mais à un moment donné, il y a l'impulsion du dirigeant de vouloir grandir et de passer à une taille. On voit que les chiffres du capital investissement en France sont assez dynamiques et ils se tournent quand même pas mal aujourd'hui vers les ETI. Quelles sont les problématiques avec lesquelles ils viennent vous voir aujourd'hui, les dirigeants d'ETI ? C'est plutôt pour aller à l'international, plutôt pour des problématiques de recrutement, plutôt pour de l'innovation ? Les trois.
les trois, et voir un élément en plus qui est la consolidation de leur marché et trouver des sociétés à acquérir pour soit recruter en partie, intégrer des compétences, intégrer du savoir-faire, prendre des places de marché. C'est aussi bien les trois. Ce que j'ai pu voir sur les 10 dernières années, c'est qu'on a de plus en plus de maturité des chefs d'entreprise, entrepreneurs qui viennent nous voir dans leurs projections, dans ce qu'ils peuvent faire en recherchant un accompagnement. Je pense que la vision du capital investisseur a un petit peu évolué de la part des ETI notamment. C'est plus mieux. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites avec France Invest et les différents organes qui accompagnent le tissu économique français. Et ils ont compris en grande partie que aller rechercher un investisseur, c'est pour débloquer des verrous. Et après, les verrous que vous avez mentionnés, plus la consolidation, c'est tous les relais de croissance qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de vérité. Les ETI, elles ont surtout besoin d'aller à l'international. Il y en a certaines qui peuvent être déjà très bonnes, déjà à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, être à 90% à l'international. Mais elles vont avoir besoin de renforcer l'innovation dans leur process industriel. Comment je vais faire mes différents process dans mon usine, comment j'intègre de la robotique, comment autour de ce que je construis, je peux intégrer un peu d'IA. Il y en aura qui je vais ouvrir et m'étendre sur les territoires. Comment je peux faire le recrutement, parce que dès que je m'étends à un certain endroit, et que ce soit dans les territoires ou à l'international, je vais avoir besoin d'équipes. On ne le fait pas que de façon digitale. Il y a bien sûr une façon d'y aller en digital, mais il y a aussi la dimension physique qui est importante. Donc tous ces éléments sont recherchés par une grande partie des entrepreneurs et chefs d'entreprise qu'on va y voir. Et je pense que cette évolution est très bénéfique, parce qu'avant, on venait essentiellement voir un investisseur pour des ressources financières. Et on était dans un rapport de force où il fallait séduire un investisseur. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On vient chercher au-delà des ressources financières de l'intelligence. Et c'est l'investisseur qui doit séduire. Et nous, de notre côté, par rapport à notre ADN et culture entrepreneuriale et d'accompagner les entrepreneurs, c'est le rapport de force qui a du sens. On est là pour apporter, pour accélérer et construire ensemble. Donc il faut que le match, le fit se fasse, et il faut qu'il se fasse sur des compétences et sur des visions et des projections, et non pas juste sur des chiffres. Bénédicte, on a parlé des enjeux que vous rencontrez en tant que dirigeant d'ETI, d'une entreprise qui est déjà une ETI. Mais comment faire pour qu'il y ait plus d'entreprises qui demain deviennent des ETI, parce qu'on nous compare souvent à l'Allemagne? Je pense que c'est sûr, l'enjeu de la transmission est important. Entre les années 80 et 2000, la France a perdu beaucoup d'ETI parce que c'était tout simplement non transmissible. Alors avec la loi du travail, ça redevient possible, et justement depuis les années 2000, ça redémarre. Il y a de plus en plus d'ETI. Donc ça continue dans ce sens-là. C'est un point important. Et puis après, il faut aussi savoir transmettre cet esprit. Mais les ETI sont sur le long terme. Il faut qu'elles gardent leur avantage compétitif, évidemment. Olivier en a parlé. On a toujours des avantages compétitifs assez spécifiques, puisqu'on est face à soit des clients, soit des fournisseurs, soit des concurrents qui peuvent être plus gros que nous. Donc il faut absolument, c'est sûr, garder et développer, alors pas tous, mais certains avantages compétitifs qui nous différencient, quoi. Pierre-Olivier, il y avait donc ce plan, je disais en introduction tout à l'heure, lancé par Emmanuel Macron, là, le plan stratégie nation ETI. Où est-ce qu'on en est de ce plan aujourd'hui, puisque ça date de janvier 2020? Est-ce que vous commencez déjà à en voir les effets? Oui, on en voit les effets. Alors d'abord, un des premiers effets très concrets, 34% des ETI sont dans l'industrie. Bon, je ne vais pas faire le topo de la désindustrialisation massive de notre pays. Une des causes majeures qu'on a identifiées au METI et pour laquelle on milite depuis des années, c'est la baisse des taxes de production. Ouais. En gros, on a sacrifié notre industrie pour financer la collectivité, on va dire. Et là, ils ont confirmé la suppression de la CVAE l'année prochaine. Donc, il y a déjà eu 10 milliards. Et ça, c'est pas le plan de nation ETI, mais ça en a vraiment fait partie. Deuxièmement, ça a été l'acculturation de l'administration à ce que c'est qu'une ETI. Et donc, ça a déclenché beaucoup de liens entre l'administration, entre l'éducation nationale, entre les différentes administrations. Est-ce que ça, l'administration ne savait pas ce qu'était une ETI? En fait, non, parce que c'est une catégorie statistique, mais en fait, quand vous regardez encore ce que produit par exemple la Banque de France, souvent c'est PME grands groupes. Et donc, statistiquement, on n'était pas assez visible. Le fait d'avoir un éclairage aussi du président de la République, qui dit maintenant cette catégorie-là, elle doit être regardée dans sa spécificité, ça a accéléré les liens avec l'administration. Dans le cadre, par exemple, du plan de relance, et pendant la crise Covid, on a été énormément consulté, beaucoup plus qu'on ne l'aurait été avant,
Parce que nous, ce qu'on demande, c'est vraiment d'être vu dans notre spécificité. C'est-à-dire, il faut des TPE, il faut des PME, il faut des startups. Les grands groupes, on n'existerait pas sans les grands groupes, hein, soyons très honnêtes. Ils sont vos donneurs d'ordre parfois. Nos donneurs d'ordre, le grand groupe nous tire à l'international. Donc, heureusement que la France a ces grands groupes. Donc nous, on est vraiment à dire l'écosystème doit faire coexister l'ensemble. Simplement, par rapport à ce qui se faisait avant, regardez-nous dans notre spécificité. 75% familial, donc des enjeux de transmission, 34% dans l'industrie, dont des enjeux d'industrialisation, etc. Attention aux effets de seuil, c'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes contraintes que des très 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 grands groupes sur la RGPD, sur la loi Sapin. Donc on dit attention. Donc par exemple, on est en train de montrer toutes les contraintes qui pèsent sur nos entreprises. Donc le regard de cette spécificité et d'adapter à la spécificité, c'est quasiment ce dont on a besoin aujourd'hui pour continuer à se développer et donner envie à des PME de devenir ETI, parce que ça, à un moment donné, on rentre dans un nouvel écosystème et que ça donne envie de devenir une ETI. Donc oui, le plan Nation ETI a été vraiment un accélérateur. Vous êtes du même avis, Bénédicte ? Oui, tout ce qui va dans le sens de garder cette compétitivité face, aussi d'autres intervenants européens, c'est clé. Hein. On sait qu'à partir de souvent, il y a plein de seuils qui passent au-delà de 250 salariés. Le forfait social, hein, plein de sur l'apprentissage aussi. Enfin, il y a plein d'exemples là-dessus et tout ça, ça facilite pas, c'est sûr, le fait que ça n'aide pas l'ETI, enfin la PME à devenir ETI en tous les cas. Donc tout ce qui ira dans ce sens-là sera très très positif. Et le plan Nation ETI a vraiment été dans ce sens-là. C'est aussi le plan nous a quand même aidé aussi à structurer des clubs régionaux. Et aujourd'hui, on avait démarré avant, mais on en a vraiment accéléré. Et ces clubs aussi nous permettent de travailler avec les régions. Bon, on est entreprise des territoires. En fait, je dirais un des avantages pour le pays des ETI, c'est qu'elles restent dans leur territoire d'origine. On est depuis 50 ans à Gonesse, vous êtes à Montaigu. Voilà, et quand on construit, ça va au-delà de logique économique. C'est qu'économiquement, c'est pas la seule question qu'on se pose. On a envie de rester dans le territoire, même si on part à l'international. Et donc, les régions ont un rôle majeur à jouer. Et c'est ce que les Allemands ont bien compris avec les Länder. En fait, c'est qu'ils structurent les économies autour des ETI. Et ça, les clubs nous aident beaucoup aussi à être présents au niveau régional, jouer la complémentarité nationale-régionale. Par exemple, sur les taxes de production, les collectivités ont compris que certes, elles allaient perdre une source de financement, mais que l'État l'a compensé par ailleurs et ont vu le cercle complètement vertueux. Je me réindustrialise. En fait, les taxes de production, c'est un ROI à 3 ans, par exemple. Et tout le monde y gagne. Alors, il faut accepter au départ, effectivement, de changer des flux. Et ça, le fait de mailler aussi les collectivités nous permet de porter nos discours. Et puis, les régions ont des compétences. Et donc, ce côté régional et national est indispensable au vu même de la structure des ETI. Et vous n'avez pas envie de devenir un grand groupe ? On a envie que l'avenir de l'entreprise soit, pour tous ses salariés, pour tous ses clients, soit pérenne. En fait, c'est ça qui est important. Après, évidemment, on est loin encore, nous, parce que 500, on est loin. 1,5 milliard, c'est pas pour demain. Donc, peut-être qu'un jour, Sodebo, sera un grand groupe. Il y a encore du chemin à faire. Ouais. Olivier ? Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut voir, c'est que, et on le voit dans ce que les Allemands appellent le Mittelstand, qu'on compare aux ETI. C'est pas tout à fait pareil quand même. Et on peut être Bosch, par exemple, et faire partie du Mittelstand. Donc, voilà, on peut être une très grande entreprise. Donc, c'est un état d'esprit. Et donc, nous, bien sûr qu'on a envie de grandir. Mais ce qu'on veut, et c'est ce que disait aussi Bénédicte, on veut garder l'ADN. C'est-à-dire que demain, on pourrait faire 2-3 milliards et pour autant être toujours dans cet esprit ETI, de territoire, d'inclusion, d'un capitalisme inclusif, etc. Et donc, on voit ça aussi comme une chaîne. Voilà, il faut une catégorie. Donc, évidemment, en France, il fallait mettre 1,5 milliard. Bon, encore une fois, c'est pas parce qu'on passe à 1,550 milliard que du jour au lendemain, on changera. Donc, on a une vision large de ce que c'est qu'une ETI. Et c'est avant tout un état d'esprit. Et je suis sûr que le jour où Sodebo fait 2 milliards, ça restera Sodebo dans ses valeurs. Et donc, ça restera dans l'esprit de ce que c'est qu'une ETI. Merci beaucoup Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué du groupe Manutan, Bénédicte Mercier, coprésidente de Sodebo et Michael Strauss-Kahn, associé chez NextStage. On se retrouve au mois de septembre pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.